Le président Trump adresse un nouvel avertissement aux Houthis. Comment ose-t-il bloquer Bab el-Mandeb? Mais ne vous inquiétez pas, le détroit d'Ormuz est ouvert. Et au passage, nous nous préparons peut-être à reprendre les combats à grande échelle, et ça donnera enfin une bonne leçon à ces fichus Iraniens. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ce n'est pas comme si nous avions déjà essayé toutes ces choses auparavant et essuyé des échecs spectaculaires. Mais pourquoi cela nous empêcherait-il de refaire la même chose, encore et encore? Essayons d'apporter quelques nuances et de comprendre ce qui se passe exactement. Est-ce que ça va vraiment réussir? Le colonel Doug McGregor est de retour avec nous aujourd'hui, analyste en défense et en politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la défense et bien sûr vétéran de combat hautement décoré. Doug, bienvenue à nouveau dans l'émission. Hey Dan, j'adore la façon dont tu le dis. On va donner à ces Iraniens une dernière leçon. Je pense que c'est vraiment l'arrogance qui pose problème. C'est ça qui va nous mener au succès. Et on entend presque ce ton quand on lit ce message publié par Trump ce matin, où il dit « Il y a 1 an, les États-Unis d'Amérique ont attaqué très puissamment les Houthis pour leur ingérence dans le commerce et les échanges, en tirant sur des navires. Depuis lors, et pendant notre conflit avec l'Iran, ils se sont comportés de manière très responsable. Malheureusement, ils recommencent maintenant, en tirant hier soir sur 2 navires saoudiens. Que cette vérité serve à montrer que, s'ils recommencent, les États-Unis tiendront l'Iran pour responsable, puisque les Houthis sont un supplétif ou un proxy de l'Iran, et que l'Iran subira un châtiment sévère. Et bien sûr, je suis très déçu par ce qu'ils font. Et je suis sûr que cette dernière partie va vraiment toucher les Houthis. Maintenant qu'ils savent que le président Trump est déçu d'eux, je suis sûr qu'ils vont commencer à laisser les navires passer. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'il est temps que Papa Trump donne une fessée à ces Iraniens et aussi à ces Houthis. Vous savez, c'est la guerre la plus folle et la plus bizarre que j'ai jamais vue. J'ai vécu la guerre du Vietnam, j'ai suivi tous ces journaux télévisés du soir, et ainsi de suite. Évidemment, j'y ai prêté énormément d'attention pendant que j'étais en service actif. Je n'ai jamais vu ce genre de rhétorique publique de la part d'un président ou de quiconque au pouvoir à Washington, comme celle qu'on a vue chez Trump. Et je pense que c'est contre-productif. Je pense que plusieurs choses sont en train de se produire. Et laissez-moi m'éloigner une seconde du champ de bataille pour souligner que le pétrole a désormais atteint $90 le baril et continue de grimper. Et je prédis que le prix atteindra $150 le baril dans les 30 à 60 prochains jours, puis qu'il augmentera encore. Par ailleurs, le rendement de l'obligation à 10 ans est monté à 4,7%. C'est important parce que tous ceux qui travaillent sur les marchés obligataires, Jeffrey Goodluck, vous savez, j'essaie de me rappeler Luke Groban, il y en a plusieurs, vous diront que dès qu'on atteint 5%, nous ne pouvons plus assurer le service de notre dette. Et il faut comprendre que ce taux d'intérêt n'est pas nécessairement fixé par la Fed. C'est le marché qui le fixe. Et ce que dit le marché, c'est que les étrangers ne vont pas investir chez nous. Les gens qui normalement achèteraient notre dette ne l'achèteront pas. La raison pour laquelle je dis tout cela, c'est qu'on pourrait arriver à un moment où M. Besant, qui est aussi important dans toute cette affaire que, disons, le président des chefs d'état-major interarmés en ce moment, Kine et Exet, entrera et dira « Écoutez, patron, on ne peut plus imprimer d'argent, ça ne nous sortira pas de cette crise. » Autrement dit, dans ce jeu de bonne taux, ils auront déplacé le problème dans trop d'endroits différents. Trop de fois, ils ne pourront plus continuer. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il s'agit d'une course entre, d'un côté, notre crise financière qui s'emballe rapidement et notre économie qui s'effondre,
et de l'autre, cette soi-disant guerre contre l'Iran, fondée sur la puissance aérienne et les missiles. Et la question est, lequel cédera en premier? Et je pense que la guerre aérienne et balistique pourrait, de façon concevable, durer plus longtemps que la crise financière. Mais le fait est que, dès qu'on atteint la crise financière, tout s'arrête. Donc ce que nous voyons en ce moment de la part de l'Iran, c'est une approche très méthodique du ciblage. Ils visent les choses qu'ils avaient dit qu'ils viseraient. Et ils s'en prennent aux micro-États. Vous savez, il y a là quelque chose de très très frappant. Et remarquez que le Koweït, en particulier, a été une cible très très prisée par l'Iran. Et je prédis que quand cette guerre prendra fin, quelle qu'en soit la date, le Koweït cessera d'exister. Il deviendra simplement une partie de l'Irak. Ce qui est assez intéressant étant donné que nous avons fait une guerre pour empêcher cela, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je pensais, en fait. Oui. Et puis on voit la même chose. Ils s'en prennent à ces cibles-là, mais il y a aussi l'opération de préparation qui vise à préparer Israël à une attaque. Ils partent du principe qu'ils devront revenir attaquer Israël parce qu'Israël ne va pas rester là sans réagir. À un moment donné, les opérations reprendront là-bas. Et je pense qu'il est très clair que les Iraniens veulent éliminer systématiquement tous les radars, toutes les batteries antimissiles, et ainsi de suite. C'est aussi le cas tout le long de la côte, depuis la zone en face de l'île de Karg jusqu'à Chabahar. Donc vous savez, la possibilité, malheureusement, d'une sorte d'opération terrestre paraît très réelle. Eh bien, en fait, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Nous avions hier le professeur Morandi, qui n'a pas hésité à dire qu'il pensait que, peut-être pas l'Iran en tant que tel, mais les combattants de la résistance en Irak pourraient avancer sur le Koweït. Il l'a dit ouvertement. Les Houthis, en Arabie Saoudite, dans le coin sud-ouest de l'Arabie Saoudite, pourraient entrer en action. Et puis ici, ça vient de tomber, je crois que c'était hier soir. L'expert des affaires de la résistance a déclaré « Les dirigeants des pays arabes doivent savoir que l'Iran n'a pas peur de mener des opérations terrestres contre eux. » Je regardais ce matin certaines des cibles qui ont été frappées pendant la nuit et j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup plus qui sont visées au point de contrôle frontalier au Koweït. Cela donne de plus en plus l'impression que quelque chose se prépare. Le fait qu'ils en parlent ouvertement à la télévision iranienne semble indiquer qu'il y a une possibilité sérieuse que cela se produise. Or, ce serait assez inhabituel. L'Iran essaie simplement de se retrancher et de survivre. Mais on parle désormais réellement de la possibilité qu'ils lancent une offensive terrestre. En ont-ils les capacités? Oui, ils ont la capacité de submerger non seulement le Koweït, mais aussi de s'en prendre aux autres Émirats. Rappelez-vous, pendant des années, la seule chose qui se dressait réellement entre les différents petits États du Golfe et l'Iran, c'était la puissance militaire américaine. Nous avons essentiellement repris la mission britannique. La mission britannique, après avoir créé ces petits États, était de garantir la protection des États pétroliers, afin que le pétrole puisse circuler librement dans le Golfe Persique, remonter par Suez, puis partir vers l'Europe et la Grande-Bretagne. C'est donc parfaitement logique. Et les Arabes ont démontré de manière assez concluante, je parle des populations de la péninsule arabique et bien sûr du Golfe, qu'ils ne sont pas vraiment capables de se protéger eux-mêmes ou qu'ils ne sont pas disposés à le faire. Et maintenant, il y a ce débat public sur un éventuel accord avec l'Arabie Saoudite pour lui fournir des matériaux nucléaires. C'est tout simplement stupéfiant. C'est presque comme si nous ne nous contentions pas de parvenir à une sorte d'accord avec l'Iran. Nous voulons faire exploser toute la région. Et évidemment, nous nous sommes tournés vers les Kurdes dans l'espoir de les mobiliser.
Et je pense que les Iraniens ont habilement éliminé toutes les plateformes ou bases en Irak ou en Syrie, à partir desquelles les Kurdes pourraient lancer des attaques contre l'Iran. Et je sais que les Turcs ont aidé les Iraniens à cet égard. Ils les ont aidés à cibler les Kurdes. Les Turcs comme les Iraniens partagent le même intérêt, réprimer les Kurdes, les empêcher de contribuer à déchirer la région. Oui, en fait, il y a eu beaucoup de bombardements ces derniers temps, dans ce cadran-ci, près d'Erbil, où se trouvent de nombreuses zones kurdes, et aussi à l'intérieur de ce territoire, je crois même jusqu'en Syrie, parce que l'Iran s'en est pris à ces zones. Et je voulais vous interroger là-dessus. Ici, c'est le territoire du Koweït, et le professeur Morandi a au moins évoqué la possibilité de certains mouvements ici dans le sud. Et on se demande aussi, depuis le sud-est et le sud, quelles sont les capacités du Koweït pour se défendre au sol? Rien de significatif. Je veux dire, ils nous ont acheté du matériel. Je ne sais pas quelle part est opérationnelle. Je ne sais pas à quel point les gens au sein de l'appareil de défense koweïtien sont déterminés. L'autre chose, c'est qu'ils ont commencé à frapper certaines de ces usines de dessalement. Enfin, je suppose que ce sont des usines de dessalement. Je ne me rappelle plus combien il y en a, 5, 6, 7. Mais si vous commencez à les détruire, vous avez environ 5 millions de personnes qui vivent là et qui dépendent de ces usines de dessalement. Donc ça pourrait finir par créer une situation où s'ils intervenaient au sol, et cela viendrait forcément d'Irak, il n'y aurait peut-être pas grand-chose sur place pour les accueillir. Et vous savez, je repensais justement à notre présence là-bas, à nos combats là-bas, pas loin de ces endroits. Et quand je suis retourné en Irak, en 2009, je crois avoir passé un peu de temps au camp Buehring, au Koweït, pour suivre un entraînement, pas loin de l'endroit indiqué sur la carte que je venais de vous montrer. Et je me souviens que, sauf si quelque chose a changé sans que je le sache, il n'y avait littéralement aucune défense vers le nord. Ce n'est pas comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec toutes ces fortifications complexes, ces tranchées et tout le reste. C'est juste un désert à perte de vue qu'on peut traverser en voiture. Et quelle serait la capacité militaire de, disons, je veux dire, on parle purement de manière hypothétique. Disons que ces 150 000 combattants de la résistance chiite en Irak, qui font ostensiblement partie des forces de sécurité irakiennes, donc en réalité de l'État, fassent sécession et disent « non, on va avancer par là ». D'après ce que vous savez, à quel point serait-il difficile pour le Koweït de se défendre? C'est presque impossible. Je sais que le roi Abdallah de Jordanie est actuellement quelque part au Royaume-Uni. Cela pourrait indiquer la direction que prennent les choses en Jordanie dans un avenir proche. J'imagine que la famille Al-Sabah a fait ses valises et est partie pour Londres ou ailleurs. Vous savez, tous ces pays du Golfe sont très faibles. Ce ne sont pas des sociétés fortes et cohésives. Ils ne disposent pas d'appareils militaires efficaces. Il y a quelques années, nous avions regardé combien était payé en moyenne un simple soldat des forces terrestres des Émirats arabes unis. Je crois que c'était l'équivalent de 80 000 $ par an, plus les avantages qui vont avec. Vous imaginez ça? Et on attend de ces gens qui passent la moitié de leur journée allongés chez eux à se détendre, et peut-être seulement une demi-journée en service actif. Je ne vois tout simplement pas comment ça pourrait marcher. Je ne les vois pas faire grand-chose, en réalité. Tout dépend de nous. Vous savez, je me souviens aussi que vous et moi étions dans le 2e régiment de cavalerie américain en 1990. Nous étions au centre d'entraînement de Grafenwöhr,
à faire beaucoup d'entraînement et d'exercices face à ce que nous pensions être un potentiel adversaire soviétique. Quand, le 2 août 90, Saddam Hussein a envahi le Koweït et l'a traversé de part en part, pratiquement en une journée. Il a ensuite installé ses forces dans le sud. Mais à ce moment-là, nous avions quelques divisions, et je crois que George Bush a envoyé la 101e et peut-être la 82e. Je ne me souviens pas exactement lesquelles, mais vous savez, essentiellement des unités légères, pour établir une présence sur place. Puis nous avons tous commencé à monter en puissance. À l'époque, je crois que l'armée comptait quelque chose comme 750 000 hommes. Et toutes nos forces pouvaient partir d'Allemagne, à ce moment-là, et être déployées au sein du 7e corps. Nous y sommes allés. Est-ce qu'une telle force existe aujourd'hui? Si quelqu'un, que ce soit l'Iran et ou des forces irakiennes, faisait cela, pourrions-nous mener aujourd'hui une opération du type Tempête du désert 2? Eh bien, évidemment que non. Nous avons eu de la chance que Saddam Hussein ait franchement pris la décision qu'il a prise, c'est-à-dire de nous attaquer, de fait. Je veux dire, sans sa décision d'attaquer, je ne sais pas si nous aurions eu franchement une armée vraiment conséquente avec laquelle combattre. Si vous vous en souvenez, à l'époque, l'armée de terre américaine comptait près de 800 000 hommes. Elle était en phase de réduction des effectifs, et il a fallu prélever des éléments de plusieurs divisions pour que celles que nous avons envoyées soient à effectif complet. Nous n'étions pas vraiment prêts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ceux d'entre nous qui venaient d'Europe étaient sans doute, je pense, dans un état de préparation plus élevé. Cela dit, comme vous le savez, nous étions surentraînés pour cette mission et nous avons eu beaucoup de chance. Et que se passerait-il si le président Trump était aujourd'hui tenté de dire, en cas d'invasion, « Je vais faire ma propre tempête du désert et envoyer un grand nombre de soldats là-bas ». Est-ce qu'on peut faire ça? Non. D'abord, aujourd'hui, nous vivons dans un monde nouveau et on ne pourrait jamais établir une tête de pont sans disposer d'énormes capacités de défense aérienne et antimissiles pour entourer ce qu'on appelle la zone de tête de pont, où l'on rassemblerait, organiserait et regrouperait les forces. Et à l'époque, vous savez, l'une des choses dont nous avons discuté en privé, c'était que si nous devions un jour revenir à l'avenir, compte tenu de l'évolution technologique, nous devrions probablement débarquer dans un endroit comme Yanbu, sur la mer Rouge, puis traverser le désert. Parce que si nous essayions d'entrer dans le golfe Persique, nous serions coulés, attaqués ou tués très rapidement. Beaucoup de gens l'ont compris, vous savez. Je pense que davantage de personnes qu'on ne le reconnaît aujourd'hui ont compris le danger qui se présenterait à l'avenir. L'amiral Zabrovski l'avait certainement compris, tout comme le vice-président des chefs d'état-major interarmés, dont le nom m'échappe pour le moment. Mais certaines personnes réfléchissaient à tout cela. Mais au final, Dan, je pense que la vraie leçon, c'est celle-ci. Même s'il y avait des gens compétents aux commandes, rien n'a vraiment changé au sein des forces. Et vous savez, vous parlez d'un débarquement à Yanbu, qui se trouve à peu près ici sur la carte. Cela voudrait dire parcourir 1000 kilomètres, rien que pour atteindre la zone des combats, juste là. Alors que lorsque vous et moi y sommes allés, nous sommes passés par Al-Jubail, qui était ici. Aujourd'hui, ce serait littéralement impossible, avec toute la puissance de feu iranienne déployée tout le long de cette côte, d'essayer de débarquer avec des navires rouliers et des porte-conteneurs pour en faire sortir nos chars et tout le reste ici, puis remonter jusqu'au Koweït. Ce serait presque impossible aujourd'hui. En fait, ce pourrait être totalement impossible. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, sans la moindre hésitation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous savez, les chars sont toujours équipés de ces moteurs à turbines. Et ces engins-là, comme vous le savez,
consomme énormément de carburant. Même avec ce groupe oscillaire de puissance censé réduire la quantité de carburant consommée, si vous vous déplacez, peu importe à quelle vitesse, ça ne change rien. Vous épuisez le carburant en gros, je crois, en 7h30 à 8h. Et là, le réservoir est vide. Je veux dire, cela représente 7 ou 8 heures d'opération. On ne peut pas faire la guerre comme ça. C'est pour ça que l'idée d'engager ses forces dans un endroit comme l'Ukraine est absurde. L'Ukraine est immense. Vous faites quelques centaines de kilomètres et tout le monde reste là à attendre l'arrivée de tonnes de carburant. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le cas. Et en fait, que cela ait du sens ou non, nous n'avons tout simplement plus cette capacité. Donc, si cela se produit, l'ensemble du système est bien plus vulnérable qu'il ne l'était en 1991. Il est remarquable de voir à quel point nous sommes moins capables aujourd'hui. Et je ne pense pas que le président Trump continue de dire, et que le secrétaire Hegseth a répété il y a 2 jours, nous avons l'armée la plus puissante de la planète, alors que nous ne pourrions même pas mener une deuxième opération Tempête du désert, en raison de nos capacités limitées. C'est la réalité. Alors, Dom, vous avez un écho ou quelque chose comme ça? Vous avez un écho? D'accord. Je n'entends pas d'écho. Si vous en entendez un, je ne sais pas quoi vous dire. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends très bien. Je n'ai aucun problème pour vous entendre. Oui, je pense qu'il faut comprendre que les civils, en général, et particulièrement les membres du Congrès, vous savez, sont très impressionnés par le clinquant, le spectaculaire, le choc et l'effroi. On leur montre des vidéos d'explosion. Ils assimilent une explosion au sol à un effet capable de faire gagner une guerre. Ils ne comprennent pas à quel point la guerre est complexe, ni qu'il faut employer et coordonner de multiples capacités au sein d'une force intégrée. Ils ne le comprennent tout simplement pas du tout. Alors tout le monde est à la recherche d'une solution miracle. Tout le monde veut acheter la solution miracle qui permettra de gagner la guerre. Et nous découvrons qu'il n'existe pas de solution miracle, à moins de choisir l'option nucléaire. Et nous devrions en parler, parce que je pense que c'est aussi en discussion. Et vous savez, regardons ça, Doug, parce que vous dites que c'est complexe. Eh bien, apparemment, pour la plupart des gens à Washington, ce n'est pas complexe du tout. C'est plutôt simple. Il s'agit simplement d'un gros paquet d'argent. La Chambre a adopté un budget de la défense de 1 500 milliards de dollars. Et c'était un peu trompeur. Nous allons bientôt parler de ce qu'il contient réellement. Mais si l'on regarde seulement le chiffre affiché, il est de 1 150 milliards de dollars. Sauf qu'il faut y ajouter 350 milliards de dollars, séparés uniquement pour des raisons de présentation, afin que ça ne ressemble pas à 1 500 milliards. Passer de 1 000 milliards à 1 500 milliards, c'est tout simplement astronomique. Mais le Congrès en est très satisfait. Et il s'avère aussi que cet argent se traduit par des capacités. Et le général Jack Keane dit, « Vous savez quoi? Allons-y, utilisons cette force et finissons le travail. » Nous sommes clairement sur la voie d'un retour à des opérations de combat majeures qui impliqueraient Israël et les États-Unis. Je pense que c'est la voie sur laquelle nous sommes. Est-ce que les Iraniens veulent négocier ici? Bien sûr, ils veulent négocier. Pourquoi maintenant? Ils veulent négocier parce qu'ils veulent empêcher les États-Unis d'imposer leur volonté en leur tirant dessus et en leur retirant leurs capacités militaires. Ils veulent empêcher cela, comme ils y sont parvenus les 7 et 8 avril. Ils veulent rejouer ce scénario. Je ne crois pas que cela va se produire. Les Pakistanais et les Qataris les soutiennent dans cette démarche. Mais je ne pense pas que ce soit la position du président et de son équipe. Je pense qu'ils sont frustrés. Ils veulent finir par rouvrir le détroit d'Ormuz et aussi revenir à des opérations de combat majeures
pour achever ce qu'ils avaient entrepris, en termes d'objectifs militaires assignés. Donc, c'est tout ce que nous avons à faire, Doug. Il faut simplement aller finir le travail ici, qu'en dites-vous? Eh bien, il a dit des choses très importantes que le public doit connaître. D'abord, il a commencé son intervention par Israël. Dans toute cette guerre concerne Israël et les intérêts de ses agents aux États-Unis, de son lobby, de ses soutiens, des milliardaires sionistes, peu importe comment vous voulez les appeler. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des États-Unis d'Amérique. Contrairement à ce que l'on croit généralement, l'Iran n'est pas et n'a jamais été une menace existentielle pour nous. Et si vous revenez sur toute la série d'actes soi-disant horribles que les Iraniens nous ont infligés, ils deviennent tous insignifiants à côté de la guerre que nous avons encouragé l'Irak à mener contre l'Iran et qui a coûté aux Iraniens entre 500 000 et 700 000 morts et peut-être 1 million de victimes. 500,000 and 700,000 dead and perhaps 1 million casualties. Personne n'en parle. C'est nous qui avons mis ça en place. Nous avons équipé Saddam Hussein. Nous l'avons envoyé au combat. C'était bien avant que nous nous en prenions à Saddam. Et c'est un gros problème. Il ne s'agit pas de nos intérêts. Nous n'avons aucun intérêt à attaquer l'Iran. Rappelez-vous, c'est l'attaque contre l'Iran menée par les États-Unis et Israël qui a entraîné la fermeture du Golfe. Il était ouvert jusqu'à ce que nous attaquions. Et maintenant, soudainement, tout ce dont nous parlions auparavant, le développement nucléaire, les capacités nucléaires, le fait d'amener l'Iran à la table des négociations, toutes ces absurdités, tout cela passe au second plan derrière le contrôle du Golfe Persique. C'est là où nous en sommes, et c'est sur cela que nous nous concentrons. Et tant que cette situation ne se sera pas résolue d'elle-même, nous n'allons pas passer à grand-chose d'autre. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas détruire toutes les infrastructures qui soutiennent la nouvelle route de la soie. Il s'agit des lignes ferroviaires chinoises, et ainsi de suite, des connexions avec la Russie, parce que l'Iran a un rôle très important à jouer dans la nouvelle route de la soie lancée par la Chine. Mais cela étant dit, il s'agit vraiment, avant toute chose et par-dessus tout, d'Israël. Et les Américains doivent simplement se le mettre dans la tête, parce qu'ils devraient se demander pourquoi. Et vous savez, vous avez évoqué ce projet de loi sur la défense. Dans le nouveau texte d'autorisation de la défense, il y a cette intégration des capacités israéliennes, appelons cela le développement des capacités, ou le développement technologique, et du développement technologique américain dans un contexte purement militaire. Et je pense que Larry Wilkerson l'a très bien dit, c'était, je crois, tôt ce matin, ou peut-être hier après-midi. Ce que nous faisons, c'est légaliser ce que Pollard, l'espion israélien qui nous a dénoncés auprès de toutes sortes de gens, a fait. Autrement dit, ce qu'il a fait, et pourquoi il a été condamné à la réclusion à perpétuité, est en fait légitimé et légalisé par ce texte d'autorisation de la défense. Les Américains devraient s'en inquiéter sérieusement. Et je ne pense même pas que la plupart des Américains comprennent ce que cela signifie. Oui, je suis convaincu que beaucoup d'entre eux ne le font pas. Enfin, beaucoup commencent à le faire. Thomas Massie, bien sûr, a mené la charge pour essayer de l'intérieur de faire retirer cette disposition. Il a évidemment échoué, parce que 100%, je crois que c'était presque 100%, des républicains soutenaient ce projet de loi à la Chambre des représentants, et environ la moitié des démocrates aussi. Il reste donc un nombre écrasant de gens qui demeurent soumis à ce que veut la partie israélienne, quoi qu'elle dise sur les liens entre les services de renseignement et les armées des deux côtés. Et je me demande si vous pourriez très concrètement qu'on en parle un instant. Parce qu'on entend cette affirmation « Oh, Israël nous apporte beaucoup ».
Nous avons eu d'autres bons alliés aussi depuis la Seconde Guerre mondiale. La Grande-Bretagne, la France, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, évidemment. Et pourtant, nous n'avons jamais même envisagé de fusionner nos armées avec les leurs, quelle que soit la qualité de notre relation. Pourquoi? Je veux dire, c'est sans doute une question orientée. Mais pourquoi, à votre avis, parle-t-on de faire ça avec ce tout petit pays qu'est Israël, alors que nous ne le ferions pas, alors que cela pourrait potentiellement être à notre avantage avec aucun de ces autres alliés? Eh bien, les autres alliés n'ont pas investi des milliards de dollars dans les campagnes des membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Or, les élus de la Chambre et du Sénat ont tout à gagner, directement et indirectement, de ces arrangements. En pratique, d'un côté, ils en bénéficient parce qu'ils reçoivent de l'argent de milliardaires sionistes représentant le lobby israélien. Et ils seront aussi récompensés pour leur soutien au lobby israélien, sous forme de pots de vin qui sont réacheminés vers leurs circonscriptions, leurs États, et ainsi de suite. Donc la dimension financière ne fait aucun doute, elle est bien réelle. Encore une fois, à toutes fins utiles, nous légiférons et nous légitimons la trahison. Nous disons que tout cela est acceptable. Alors, pourquoi ferait-il ça? Parce que la plupart d'entre eux pensent que ça n'a pas d'importance. Ils ne suivent rien à la trace. Ça ne les intéresse pas. Ils doivent comprendre que les Israéliens ne sont certainement pas au-dessus de ça, et qu'ils l'ont déjà fait par le passé. Vendre notre technologie aux Chinois, aux Russes ou à bien d'autres pour le bon prix. Donc, disons que les Israéliens ont l'esprit très ouvert concernant toute technologie qu'ils reçoivent de nous. Nous ne semblons pas nous en soucier, parce que nous pensons tout simplement que ça n'a pas d'importance. Cela n'aura aucun impact sur nous, et ils ont tort. Et ce que nous ne semblons pas comprendre, c'est que des technologies qui étaient autrefois le monopole de la puissance militaire américaine sont aujourd'hui largement répandues et prolifèrent, en partie à cause d'Israël et d'autres États. Ce n'est donc pas le moment d'être imprudent. Mais l'argent a une signification particulière. La cupidité est sans fin. Washington, je le décris parfois comme cette énorme montagne, entièrement composée d'argent liquide. Et les gens viennent ici pour creuser dans la montagne, remplir toutes les brouettes et tous les sacs qu'ils peuvent avec le plus d'argent possible, avant d'arrêter et de rentrer chez eux. C'est une analogie intéressante. On parle de toutes ces montagnes en Iran qu'on ne peut pas pénétrer avec des missiles. Et il y a aussi cette montagne d'argent que nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas pénétrer. On verra où cela nous mène. Mais vous avez dit que les gens n'en parlent pas. Au moins une personne en parle beaucoup, Tucker Carlson. Toute la Chambre des représentants, tous les républicains, sauf Sept, viennent à l'instant de voter pour fusionner l'armée américaine. Cette armée américaine a 1500 milliards de dollars par an avec la minuscule force de réserve qu'est Tsahal. Est-ce que ça nous aide? Non. Évidemment que ça les aide. Eux, fusionner le renseignement américain, les 19 agences de renseignement, avec le Mossad. Quoi? Évidemment. En gros, c'est un rituel d'humiliation. Tout ce que vous voulez, Israël. Si ça nous fait du mal, ce n'est pas grave. En fait, ça fait du bien de se sacrifier pour vous. C'est comme si tout le gouvernement était devenu Mike Huckabee. Wow, cette dernière partie. Tout le monde est Mike Huckabee. Difficile de contester ça, parce que Mike Huckabee est sur le papier l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Mais c'est clairement le porte-parole d'Israël auprès de l'Amérique, quel que soit son titre. Difficile de contester une grande partie de ce que Tucker a dit. Non, je pense que Tucker a essentiellement raison.
La différence, bien sûr, c'est que Tucker bénéficie d'une sécurité 24 heures sur 24 pour le protéger, et il en a besoin. Voilà à quel point il est dangereux pour lui de s'exprimer publiquement et de dire ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas risqué pour les autres, mais nous n'avons pas ce genre de protection. Ce qui est intéressant, c'est que rien de tout cela n'était inévitable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous faisions très attention aux informations, aux renseignements et aux choses que nous donnions aux Britanniques. En fait, malheureusement, Roosevelt était bien plus disposé à soutenir les communistes en Union soviétique, le Parti communiste de l'Union soviétique, qui combattait alors l'Ouest, Hitler. Et avant Hitler, il était évidemment prêt à nous combattre aussi. Par conséquent, les gens ont découvert par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Ils ont découvert par exemple qu'en janvier 1945, nous avions expédié à l'Union soviétique une très grande quantité de plutonium, d'uranium enrichi. C'est quelque chose que Roosevelt avait autorisé par l'intermédiaire de Harry Hopkins. Les gens n'arrivaient pas à y croire, mais c'est arrivé. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais il a donné son accord. Nous n'avons rien fait de tel pour les Britanniques, en aucune circonstance. Donc ce n'est pas la première fois, mais cela ne nous sera pas avantageux. Cela se retournera contre nous. Et je ne peux même pas commencer à imaginer à quel point ça peut mal tourner. En ce moment, les choses sont déjà assez mauvaises avec cette guerre insensée et inutile contre l'Iran. En fait, je veux revenir là-dessus parce que la situation continue d'évoluer. Encore aujourd'hui, on disait il y a quelques secondes qu'à cause de ce qui s'est passé à Bab el-Mandeb, en mer Rouge, et de l'attaque des Houthis contre 2 navires hier, le prix est remonté au-dessus de $100 le baril. Mais ça, c'est le prix sur le papier. Regardons plutôt l'impact concret à la pompe. Voici un graphique. C'est le prix au comptant du pétrole. Remarque bien que quelqu'un qui remplit un pétrolier achète un baril de pétrole physique, pas du papier. C'est à ce prix qu'il se négocie en ce moment, $140 le baril. Et c'est cela qui a un impact sur notre économie nationale, parce que l'activité économique repose sur la quantité d'énergie dont on dispose. Donc, quand vous devez payer autant pour l'énergie, le prix correspondant de votre production économique augmente lui aussi. Ce n'est pas $100, aussi mauvais que ce soit. C'est $140 et ça ne peut qu'augmenter. Quelles sont vos inquiétudes quant à l'impact que cela va avoir sur notre économie, surtout si les conseils de Jack Keane sont suivis et qu'on finit par revenir à des opérations à grande échelle? Vous parlez de la différence entre le prix sur le papier et le prix réel, et c'est très important. Vous avez raison. J'ai dit plus tôt que ça allait atteindre $150 dans les 30 prochains jours environ. Je parle du fait que l'écart entre les deux va se réduire. L'un va rattraper l'autre. Et quand ce sera le cas, l'impact sera énorme. À ce stade, non seulement personne ne veut acheter notre dette, et c'est un gros problème, parce que c'est une partie du système qui soutient le pétrodollar. En plus de ça, on va voir les taux d'intérêt des bons du Trésor augmenter. Quand le taux à 10 ans atteindra 5%, il suffira de faire les calculs. Nous ne pouvons pas assurer le service de la dette. La dette, rappelez-vous, représente déjà autant que le budget de la défense. Autrement dit, les remboursements vont largement dépasser ce montant. Je pense qu'il y a aussi autre chose que les gens ne comprennent pas. Quand l'énergie est bon marché, le crédit l'est généralement aussi. Or, un crédit bon marché, ça veut dire que vous payez très peu pour obtenir de nouveaux fonds. En ce moment, cela se tarit rapidement. À mesure que votre situation financière se fragilise, le crédit bon marché disparaît. Et quand vous ne pouvez plus obtenir de crédit bon marché, vous ne pouvez pas vous permettre un crédit normal. Mon point, c'est que ça pourrait faire s'effondrer toute l'économie. Tout notre système financier pourrait s'écrouler.
our whole financial system could collapse. And in the meantime, remember that you have China. Et entre-temps, n'oubliez pas que la Chine évolue vers une monnaie adossée à l'or. Ils ne l'ont pas annoncé en ces termes, mais c'est effectivement la direction qu'ils prennent aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont ouvert les coffres-forts à Riyad et le coffre-fort à Hong Kong. C'est pour ça qu'ils veulent permettre aux pays de payer leur pétrole, leur énergie et tout ce qu'ils veulent en or. Et tout le monde se tourne désormais, lentement mais sûrement, de façon constante, vers le yuan parce qu'il a de la valeur. Qu'est-ce que cela dit du dollar? Ils se dédollarisent. Ils s'éloignent du dollar parce que dans leur esprit, le dollar ne semble pas avoir de stabilité à long terme en termes de valeur. Et tout cela va être aggravé parce que vous parlez de ces coûts économiques qui commencent à se faire sentir. Maintenant, ce n'est plus théorique. Ça commence à se produire sous nos yeux. Au moment même où Jack Keane veut reprendre la voie qui a fait surgir tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il veut en rajouter. Alors voyons ce que cela va signifier. Parce que d'abord, le détroit d'Ormuz. Même si le commandement central des États-Unis ment chaque jour en affirmant que le détroit d'Ormuz est ouvert, nous avons des preuves très concrètes, très pratiques, que c'est un mensonge total. Non, presque plus rien ne transite par le détroit d'Ormuz, surtout de notre côté. Ce qui est plus préoccupant, surtout si nous repartons sur ces frappes, c'est notre consommation de missiles patriotes. On constate que le camp iranien, malgré tous nos systèmes de défense aérienne Patriot et THAAD, tant vantés, enfin bref, parvient à faire passer la plupart de ses tirs. Et ce sont des frappes précises de la part des Iraniens. Quand on regarde ça, c'est vraiment important. Cela rejoint quelque chose que vous avez publié récemment. Les États-Unis tirent des missiles intercepteurs Patriot à un rythme plus de 100 fois supérieur à notre capacité de production. 11 nuits consécutives de frappes américaines et maintenant 12, et les drones missiles iraniens atteignent toujours le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Une évaluation du renseignement américain, rapportée par le Washington Post, a conclu que les bombardements ont peu de chances de faire bouger Téhéran, quel que soit le sens. Et puis, ce qui compte, c'est le calcul de fond. Au cours des 4 premiers jours de cette guerre, les forces de la coalition ont tiré environ 225 missiles Patriot par jour, tandis que l'usine de Lockheed en produit 1,7. Un ratio de consommation de 132 contre 1. Et ça m'a immédiatement fait penser à cet article que vous avez récemment publié sur votre Substack, La guerre de Trump jusqu'au dernier missile. Pouvez-vous nous dire un peu ce que cela révèle à partir des informations que nous venons de présenter? Eh bien, quand j'ai écrit ça, je voulais faire comprendre aux gens que nous pourrions manquer de missiles bien avant l'Iran. En fait, nous pourrions finir par ne plus être en mesure de fournir le moindre missile à nos partenaires stratégiques ou à nos amis. Nous sommes déjà en train de vider une grande partie des stocks de missiles du monde pour les expédier au Moyen-Orient. Ça ne va pas bien se terminer pour nous. Aux yeux du monde, nous allons tout simplement paraître impuissants. Et si vous admettez que votre stratégie de bombardement ou votre stratégie aérienne et de missiles ne fonctionne pas, que vous ne frappez pas les bonnes cibles, ce qui est toujours au cœur de la promesse de succès des campagnes aériennes et de missiles, alors cela laisse entendre que vous approchez de la fin de vos stocks. Et que faites-vous quand vous n'avez plus de missiles à tirer? Harry Kazianis a écrit un excellent article dans lequel il a essayé d'expliquer cela. Au début des années 2000, avant que je quitte l'armée, je dois vous dire que des gens chez Raytheon, Northrop Grumman et Lockheed Martin soutenaient en privé qu'ils ne pouvaient pas augmenter rapidement leur production. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde dit « Regardez ce qu'on a fait pendant la Seconde Guerre mondiale ».
Eh bien, le gouvernement a injecté des milliards de dollars pour aider quelqu'un comme Henry Ford à construire cette chaîne de montage longue d'1 kilomètre afin que nous puissions produire des milliers d'avions très très rapidement. Et ils ont perfectionné le procédé. Ils l'ont fait. Nous n'avons rien connu de semblable depuis. Autrement dit, aucun investissement ciblé n'a été réalisé pour obtenir le type de capacité de montée en puissance dont on a besoin en cas de guerre. Or, les Russes ont compris qu'ils étaient dans une situation difficile en 2022 lorsqu'ils sont entrés en Ukraine. Ils ont découvert, mon Dieu, cette force est bien plus importante et plus dangereuse que nous ne le pensions. Puis ils ont capturé les plans et ont vu qu'ils voulaient utiliser cette force contre eux dans un endroit comme la Crimée, et pas seulement dans le Donetsk, le Louhansk, et ainsi de suite. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont concentré leurs investissements, leur attention, leurs effectifs, tout sur la base industrielle et scientifique, afin de pouvoir produire rapidement les armes et les missiles dont ils ont besoin. Et vous savez, Alex Vershinin a écrit là-dessus, sur le caractère crucial d'une base industrielle si l'on veut mener une guerre industrielle. Et nous sommes engagés dans une guerre industrielle. Mais ce que nous avons perdu de vue, c'est qu'il s'agit d'une guerre de missiles et de systèmes sans pilote, en particulier de ces drones Shahed, relativement bon marché, et d'autres encore. C'est un peu différent de ce que nous avions anticipé. Nous avons des satellites. Nous pouvons mettre en place une capacité similaire de frappe, appuyée par le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Mais nous n'avons pas les quantités massives de missiles et de drones dont nous avons besoin. En revanche, nous avons beaucoup d'autres choses. Malheureusement, une grande partie de ces autres choses ne nous est pas vraiment très utile. Ce n'est donc pas une nouveauté, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. La décision intelligente, quand nous avons compris que nous étions dans cette situation, aurait été de nous en retirer, de rentrer chez nous et de reprendre tout à zéro, de réexaminer ce que nous faisions et ce dont nous aurions besoin. Mais nous ne l'avons pas fait. Au lieu de cela, nous nous entêtons dans l'échec. Et vous allez donc avoir un double échec. Un échec militaire et stratégique dans le Golfe Persique face à l'Iran, doublé d'un échec stratégique intérieur sur les plans financiers et économiques. Je ne vois pas de pire enchaînement de circonstances pour une grande puissance dans toute l'histoire de l'humanité. Et vous savez, Doug, c'est aussi ça, la réalité. Toutes les choses dont vous venez de parler sont clairement visibles du côté iranien, parce qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient résister pendant 40 jours à tout ce qu'on pouvait leur imposer. Ils pouvaient résister à ce blocus. Et maintenant, ils résistent en quelque sorte à une combinaison des deux, tout en réussissant à nous frapper malgré cela. Et cela les amène à des déclarations assez assurées de leur ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui dit « Écoutez, voici notre situation actuelle. » C'était hier après-midi. Toute agression contre l'Iran, y compris contre nos infrastructures, entraînera une riposte puissante et décisive. Notre doctrine de défense est claire, œil pour œil. Ceux qui contribuent à une telle agression, quel que soit le type de soutien apporté, seront eux aussi considérés comme des cibles légitimes. Et bien sûr, là, il parle de nos alliés régionaux. Maintenant, quand les Américains regardent ça, au lieu d'en tirer la conclusion que vous venez de tirer, bon, tout ça a échoué. Ne recommençons pas. Faisons autre chose et réévaluons la situation. Au lieu de ça, Marco Rubio dit oui à propos de ses commentaires. Vous savez, les gars, j'ai vu Araghchi, leur ministre des Affaires étrangères, qui disait l'autre jour quelque chose sur leur politique. Œil pour œil. La politique du président, c'est une tête pour un œil. Je veux dire, honnêtement, c'est ce qui va se passer. Ils paieront un très lourd prix pour ce qu'ils font.
Ils en paient déjà un très lourd. Vous ne le savez pas parce que vous ne le couvrez pas. Vous n'êtes pas en Iran, vous n'êtes pas dans la rue. Ils n'ont pas de médias libres, mais ils vont continuer à payer un très lourd prix. Leur base industrielle a été décimée. Leur base industrielle de défense a été décimée. Ils perdent des lanceurs, ils perdent des radars chaque nuit. Ils subissent des milliards de dollars de dégâts et leur économie est un désastre. Mais malgré tout ça, ces gens nous appellent tous les jours pour nous supplier. Faisons un accord. Ils nous envoient des messages par l'intermédiaire d'autres pays, de pays tiers. Je veux dire, ils commencent à manquer de pays par lesquels passer. J'ai même eu ici des pays qui sont venus me voir en disant « Oh, je viens de parler aux Iraniens. Ils veulent conclure un accord. » Le problème, c'est qu'à chaque fois que ces gens concluent un accord, soit ils le rompent, soit, une fois qu'ils l'ont conclu, ils veulent le modifier. Doug, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose dans ce qu'il a dit qui soit exact ou vrai. Qu'en pensez-vous? Eh bien, premièrement, autant que je puisse en juger, personne en Iran ne plaide pour la paix. Je pense que si l'on regarde la situation en Iran aujourd'hui, quelle que soit l'opposition qui existait au régime actuel, elle est soit mise en suspens, soit disparue. La nation est unie et les acteurs politiques du pays sont unis dans leur opposition à tout arrangement avec nous qui mettrait fin à cette guerre à des conditions autres que celles que vous avez vues dans les 14 points. Ces 14 points restent donc sur la table. Je ne vois pas du tout les Iraniens revenir là-dessus. Je pense donc que c'est le premier élément. Le deuxième aspect, c'est que si vous devez répéter au peuple américain, jour après jour, après jour, après jour, que vous êtes en train de gagner, en disant que nous avons frappé tant de cibles, détruit tant de bâtiments, et ainsi de suite, ce que vous dites vraiment au peuple américain, c'est que ça n'a pas de fin. Et les Américains commencent à se dire, si vous devez sans cesse nous dire que vous gagnez, nous commençons à penser que ce n'est pas le cas. Et je pense que ça se produit déjà. Les gens disent, qu'est-ce que nous sommes en train de gagner? On en revient à la question, quel est l'objectif? Et l'objectif, c'est le désir d'Israël de détruire l'Iran. Rappelez-vous, quand nous avons commencé, nous partions de l'idée qu'un peu de changement de régime provoquerait le soulèvement de la résistance et le renversement du gouvernement. Ça a disparu assez rapidement. Ayant échoué sur ce point, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va détruire leur capacité militaire. Ça n'a pas marché. Leur capacité militaire représente encore au moins 70% de ce qu'elles étaient auparavant. Et elles sont probablement même meilleures parce qu'ils ont de nouvelles armes et de nouveaux missiles qu'ils n'avaient pas avant. Ils continuent de fabriquer ce matériel. Et ils bénéficient du soutien de la Chine et de la Russie, surtout de la Chine, avec sa connectivité satellitaire, ses communications, et ainsi de suite. Donc si vous devez continuer à le répéter, c'est que ça ne marche pas. Et je pense que c'est assez évident. La mauvaise nouvelle, c'est la suivante. Nous essayons de faire deux choses à la fois. Et cela a vraiment commencé, je dois le dire, sous l'administration Biden. Ce n'est pas une invention de Trump. L'administration Biden a commencé par soutenir cette guerre insensée, stupide et destructrice en Ukraine contre la Russie, parce qu'elle a décidé d'aggraver le conflit afin de préserver l'hégémonie militaire, politique et financière américaine dans le monde. En Ukraine, cela a échoué. Et puis, entre-temps, la guerre au Moyen-Orient a éclaté. Et compte tenu de ses obligations envers le lobby israélien et des gens au sein de l'administration qui étaient en fait des agents d'Israël, elle n'avait pas d'autre choix que de se joindre à la guerre qu'Israël mène contre ses voisins. Cela a ensuite évolué vers ce que nous voyons aujourd'hui. Les deux guerres sont liées en ce sens. Nous n'allons pas inverser les évolutions en cours. Nous n'allons pas empêcher l'Iran de réussir.
from being successful. We're not going to stop the Russians from crushing Ukraine. Nous n'allons pas empêcher les Russes d'écraser l'Ukraine. Cette époque est révolue. Mais il faut aborder un point. Si tout ce que vous faites a échoué, s'il n'y a rien que vous puissiez faire avec les options dont vous disposez, on peut être disposé à se tourner vers autre chose. Et c'est là qu'on en vient à l'arme nucléaire. Nous n'allons pas utiliser d'armes biologiques. Les armes biologiques sont tout simplement incontrôlables. Vous n'avez aucun véritable contrôle sur l'endroit où elles vont, ni sur ce qu'elles font. Elles nous causeraient autant de dégâts qu'à n'importe quel ennemi. Ce ne sera pas une option. Mais l'arme nucléaire, c'est différent. Israël possède des armes nucléaires, et Israël a très clairement indiqué qu'il les utiliserait s'il estimait nécessaire de le faire. Si tout le reste échoue, je crains que les Israéliens ne se tournent vers quelque chose comme ça. Et cela, bien sûr, change tout. Eh bien, oui. Je veux dire, on ne peut pas parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sans s'en inquiéter sur de nombreux plans, peut-être même pour nous, surtout si la situation commence à se dégrader. Marco Rubio ne s'est pas seulement rendu au Moyen-Orient, il s'exprimait aussi, je crois, lors de ce même forum aux Philippines. Il a parlé avec Sergei Lavrov et ils ont abordé ce sujet. Vous en avez parlé. Rien ne semble indiquer qu'on se rapproche d'une sortie de crise. Eh bien, le compte-rendu officiel de cet échange est très intéressant. À ce jour, il dit simplement qu'ils ont parlé. Ils ont discuté des relations entre les États-Unis et la Russie, ainsi que de la nécessité de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais ils n'ont rien dit sur la raison. Les médias, en revanche, rapportent que les États-Unis sont prêts à aider à mettre fin à cette guerre insensée en Ukraine, mais qu'aucun accord rapide n'est en vue, selon Rubio. Et du côté russe, Dmitri Peskov a dit ceci au sujet de tout espoir de règlement à court terme. Dans cette situation, je ne serai pas excessivement optimiste. Des contacts ont bien lieu, c'est toujours positif. Mais pour l'instant, on ne peut parler d'aucune nouvelle dynamique, ni d'accélération. Nous poursuivons notre dialogue avec les Américains par les canaux de travail existants, et nous espérons que, lorsque les négociateurs américains seront plus disponibles, nous reprendrons les échanges en personne. Ils pourront venir à Moscou et poursuivre notre dialogue. Mais pendant ce temps, comme la Russie l'a toujours fait, elle va continuer à se battre. Et la guerre aérienne s'est vraiment intensifiée. Elle s'est désormais étendue à la guerre navale. Plusieurs navires russes ont été touchés dans la mer d'Azov. Mais la Russie, comme elle le fait toujours, riposte plus durement contre le trafic maritime. Et maintenant, une bonne partie du système portuaire d'Odessa, en Ukraine, est à l'arrêt parce qu'il ne peut pas supporter ça. Et il y a toutes sortes de frappes dans la profondeur opérationnelle derrière la ligne de front. Sur la ligne de front, la Russie continue d'avancer. Elle a récemment pris Konstantinivka. Elle avance maintenant vers Sloviansk et Kramatorsk, les deux dernières villes forteresses qui restent dans la région du Donbass, et ainsi de suite. Et comme vous me le disiez avant que nous passions à l'antenne, il y a un autre développement, tactique ou au moins opérationnel, pour les Russes sur le champ de bataille. De quoi s'agit-il? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, gardons quelque chose à l'esprit. Moscou, Pékin et Téhéran ont tous appris une leçon très dure avec nous. C'est qu'on ne peut croire ni ce que dit le président Trump, ni ce que dit quiconque dans son administration. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc à ce stade, il ne peut y avoir aucun arrangement, aucun accord d'aucune sorte avec la Russie sur l'Ukraine. Combien de fois le rencontrez-vous? Combien de fois entendez-vous Donald Trump dire « Eh bien, je ferai ceci, nous ferons cela, peu importe, nous allons régler ça, nous allons y mettre un terme », pour découvrir ensuite qu'il rentre chez lui, fait volte-face à 180 degrés et fait l'exact contraire de ce qui a été dit. C'est ce qui s'est passé en Alaska.
said. This happened in Alaska. I think Alaska was the last. Je pense que l'Alaska a été la dernière tentative sérieuse pour parvenir à une forme d'accord, et ils ont abandonné. Ils accepteront volontiers de nous parler, ou au moins de rester assis à nous écouter pérorer, mais personne ne nous fait confiance. Et c'est très grave, parce que si personne ne nous fait confiance au Moyen-Orient et que personne ne nous fait confiance en Europe de l'Est, vous n'allez convaincre aucun financier ni aucun prêteur de retourner dans ces régions pour reconstruire quoi que ce soit. Parce qu'ils ne croient rien de ce que nous disons, surtout quand il s'agit de mettre fin au conflit. Ils ont peur que s'ils y vont et entreprennent quoi que ce soit, Donald Trump décide la semaine suivante « Bon, je relance la campagne de bombardement parce que X, Y et Z ne me plaisent pas. » Nous sommes dans une position très difficile sur ce point. Cet homme, le général Surovikin, n'est pas très connu de beaucoup de gens en Occident. Il devrait l'être. C'est un homme très intelligent, très perspicace. Il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la réponse stratégique plus large en Ukraine face à la menace ukrainienne, une fois qu'ils ont consolidé le contrôle sur la majeure partie de ce qui les intéressait au départ, ces zones russophones. C'est un officier de l'armée de l'air. Il comprend tous les différents systèmes de frappe et sait comment les utiliser, comment les coordonner. Il comprend le caractère crucial des liaisons entre le renseignement, la surveillance et la reconnaissance dans les airs et dans l'espace et toutes ces plateformes d'armement. Il comprend que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les frappes façonnent le champ de bataille pour les forces terrestres. Autrement dit, les forces au sol n'attendent pas que les frappes cessent avant d'avancer. Les frappes sont bien plus profondes, bien plus déterminantes. Il fait partie de ceux qui pensent depuis quelque temps que la guerre avance trop lentement, qu'elle a été menée avec trop de prudence. Il a été pénalisé à cause de ses déclarations publiques de soutien à Prigojine. Les gens oublieront Prigojine. C'est lui qui a mené toute cette charge vers Moscou en essayant d'attirer l'attention du président Poutine. Il a désormais disparu, comme les bisons. Surovikin a été puni en étant envoyé en Afrique, où il a accompli un excellent travail pour les Russes. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a une personnalité très différente, avec une vision différente du champ de bataille et de la manière d'agir. Je m'attends à ce qu'il ait un impact considérable, et il va assurément finir le travail à Kharkov. Ensuite, je pense que nous verrons un mouvement en direction d'Odessa. Et à terme, je pense que les Ukrainiens seront complètement chassés de la partie de l'Ukraine située à l'est du Dniepr. Je serais surpris que cela ne se produise pas prochainement. Ce n'est pas quelqu'un d'incertain, d'indécis, ou de ce que j'appellerais extrêmement prudent, bien au contraire. Je me demande si vous pouvez aborder un peu ce point pour nous donner une idée de la façon dont son commandement se compare à ce que fait l'Occident. Parce qu'il n'est pas excessivement prudent. Mais il semble, en tout cas au vu de ce qu'il a fait lorsqu'il était réellement impliqué sur le terrain, qu'il soit patient. Par exemple, il a pris des décisions que personne d'autre, en Occident ou en Ukraine, n'aurait prises. En 2022, il a calculé que tenter de tenir la ville de Kherson, que la Russie contrôlait à l'époque, coûterait trop cher. Il s'est donc retiré de la ville, a repassé le Dniepr, a fait sauter les 4 ponts, et cela a essentiellement stoppé les Ukrainiens. Ils ne sont jamais revenus. Par ailleurs, il a mis en place ces 5 lignes de défense, qu'on a fini par appeler les 5 lignes Surovikin. Et elles ont parfaitement réussi à briser l'élan de l'attaque ukrainienne de 2023. On ne peut que se demander ce qui serait passé s'il était resté en poste. À cause de l'affaire Prigojine, il a été écarté. Maintenant qu'il est de retour, que nous disent ses actions passées sur ce qu'il pourrait faire ensuite?
Well, first of all, you're right. He made the correct Eh bien, tout d'abord, vous avez raison. Il a correctement évalué la situation en nous laissant, nous et notre proxy ukrainien, aller trop loin. Nous sommes allés trop loin. million casualties, Cela a entraîné 1 million de victimes. hundreds of thousands. Des centaines de milliers de vies ont été perdues inutilement. Think of Pensez à what ce qui s'est happened passé après after Kursk. Kursk. Car lorsque vous décrivez Kursk, Kursk a été mis en place au départ malgré les objections de Staline. Initially, Staline voulait attaquer, 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 attaquer. to attack. C'est ce qu'il avait en commun avec Hitler. Ils étaient tous les deux obsédés par l'idée de s'attaquer l'un l'autre. Et on l'en a dissuadé. J'ai d'ailleurs écrit un chapitre à ce sujet dans le livre Margin of Victory, que certains voudront peut-être parcourir. The book Margin of Victory about it, which people might want to glance at. If you look at what happened at Kursk, that's what happened to Si vous regardez ce qui s'est passé à Kursk, c'est ce qui est arrivé aux Ukrainiens. Sauf qu'au lieu des Allemands, ce sont les Ukrainiens. now. What you're going to see is what happened after. Maintenant, vous allez voir ce qui s'est passé après Kursk. Was that? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont avancé vers l'ouest, Move west away. mais ils ne vont pas avancer vers l'ouest comme ils l'ont fait au début, après la chute de Stalingrad. Et ils ne vont pas avancer vers l'ouest, après Kursk, exactement comme ils l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera beaucoup plus délibéré, beaucoup plus méthodique, mais ce sera dévastateur. Et vous verrez une intégration de la puissance aérienne et des missiles avec la puissance de combat terrestre à une échelle que vous n'avez pas encore vue. C'est le mieux que je puisse faire. You have not seen yet. That's the best I can do. Well, that's what most in the West don't believe. Eh bien, c'est précisément ce que la plupart des gens en Occident ne croient même pas possible. En fait, beaucoup de personnes que j'ai interrogées ici, à Washington, pensent simplement que non. Ce qu'on a vu la Russie faire depuis 2023, depuis l'échec de cette offensive, qui n'a permis de prendre que, soi-disant, 1%, 1% et demi, peu importe. C'est tout ce qu'elle peut faire. Et c'est tout ce qu'elle fera jamais. Donc, en gros, c'est un conflit gelé. C'est une impasse. Et oui, il y a beaucoup de combats le long de la ligne, mais ça n'ira jamais plus loin. Alors, on peut prendre notre temps. En fait, on a vu, pas plus tard que cette semaine, l'annonce selon laquelle l'Allemagne et le Royaume-Uni s'associent pour mettre en place cette nouvelle capacité de défense antimissile, une capacité offensive en matière de missiles, afin de créer des missiles de plus longue portée que l'Ukraine pourra utiliser contre la Russie. Tout cela ne sera pas disponible avant 2034. Mais ils pensent à long terme. La guerre va simplement continuer à s'enliser, jusqu'à ce qu'ils soient ensuite capables de frapper la Russie encore plus durement. Que pensez-vous de tout ça? Premièrement, est-ce que cela peut fonctionner du côté européen? Et deuxièmement, que cela fonctionne ou non, quel message cela envoie-t-il aujourd'hui à la Russie alors qu'ils s'orientent dans cette direction? Well, remember, you had large numbers of people that told Eh bien, souvenez-vous, beaucoup de gens disaient à tout le monde que l'Iran allait s'effondrer, qu'il allait s'écrouler au bout de 3 ou 4 jours. En fait, si vous revenez sur de nombreuses interviews du général Keane et d'autres, ils ont écarté cette idée d'un revers de main en disant « Bon, tout ça sera terminé en quelques jours. » Puis c'est devenu 1 semaine, puis 2 semaines. Et soudain, c'était bon, ça va prendre plus de temps. Aujourd'hui, à Washington, croyez-le ou non, on parle d'une impasse qui pourrait durer jusqu'à l'année prochaine. Moi, je pense pas que cela arrivera pour les raisons dont nous avons déjà parlé. Je pense que ça s'effondrera avant. Mais c'est Washington, D.C. C'est une bulle. Les gens ne vivent pas dans le monde réel. Ils vivent dans un monde imaginaire. Et ce monde imaginaire s'étend jusqu'à la Russie. Dans leur esprit, la Russie reste quelque chose qu'elle n'est pas. Un pays arriéré, en développement, qui ne peut absolument pas rivaliser avec une puissance militaire occidentale comme les États-Unis. Et en ce qui concerne la Grande-Bretagne et la France, ils sont dangereusement déconnectés de la réalité. Non seulement ils ne peuvent pas mettre en place une quelconque défense aérienne et antimissile dans un délai qui puisse faire la moindre différence.
Cela prend des années et exige un investissement énorme. Et franchement, ça ne fonctionnera pas tant qu'on n'aura pas aboli les lois de la physique, de la gravité et du magnétisme. On peut créer une défense ponctuelle et des regroupements, mais on ne va pas défendre de vastes territoires. Voilà donc un premier problème. Maintenant, ils veulent donner davantage d'armes à l'Ukraine. Et je pense qu'il y a un risque réel que deux choses se produisent. Tout d'abord, je pense qu'avec Sourovikine aux commandes, il pourrait être très difficile de faire entrer ces missiles dans le pays. Je pense que vous allez voir les ponts sur le Dniepr, les lignes ferroviaires, les lignes de communication, tous détruits alors qu'ils étaient jusqu'ici restés intacts. Et nous pourrons évoquer à un moment donné ce qui se pensait à Moscou et qui a conduit à laisser ces infrastructures intactes. Mais je pense qu'il s'en prendra à elles avec acharnement. L'autre élément, c'est qu'ils ont préparé ces missiles Oreknik avec des charges conventionnelles. Et je pense qu'ils sont prêts à les utiliser s'ils y sont contraints, contre des États de l'OTAN qui abritent des usines de production, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, des sites liés aux missiles. Je pense que c'est leur dernière option, mais elle est réelle. Nous ne devrions pas l'écarter, et nous devrions nous en préoccuper. Vous savez, je sais qu'on arrive pratiquement au bout du temps. Donc la dernière chose que je voudrais vous demander, vous avez évoqué tout ce qui relève de la pensée fantasque, complètement déconnectée de la réalité. Je crois avoir ici un très bon exemple et j'aimerais avoir votre avis. C'est le général Keith Kellogg, ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président des États-Unis, ancien envoyé du président Trump en Ukraine. Donc, un personnage important, quelqu'un que Trump écoute. Il est tout le temps sur Fox News. Le voici qui livre sa sagesse sur la manière de gagner la guerre en Iran en la comparant à un match de football. Mais voici une inquiétude que j'ai concernant l'Iran. Vous avez fait du sport. Moi aussi. Et quand vous laissez une équipe rester dans le match, une équipe de baseball en 9e manche, ou une équipe de football américain dans le 4e quart-temps, alors que vous êtes clairement la meilleure équipe, vous auriez dû plier le match dès le premier quart-temps, pas au 4e, ou dès la première manche, pas à la 9e. Et plus ils restent dans le match, plus ils deviennent dangereux. C'est un peu là où nous en sommes aujourd'hui. Et je pense que le président va conclure. Il devrait conclure. Oui, enfin, c'est vrai dans le sport. On le voit tout le temps. Mais cette analogie s'applique-t-elle ici à la guerre en Ukraine et en Iran? Eh bien, Dan, Keith est un type bien. Mais comme la plupart des officiers généraux, il vit dans le passé. Il a tenu des propos semblables à ceux qu'a tenus Lindsey Graham quand il était encore en vie. Prenez l'île de Karg et vous gagnerez la guerre. C'est pourquoi, malheureusement, je pense que les opérations au sol ne sont pas encore écartées. Rien ne prouve que prendre l'île de Karg changera quoi que ce soit. Si ce n'est tuer un grand nombre de soldats américains et de marines qui s'y rendraient. C'est la même chose si vous essayez de débarquer et de prendre Chabahar, ou si vous tentez de prendre des îles plus proches de Bandar Abbas. Ça ne changera rien. En substance, vous fournissez aux Iraniens des cibles à détruire, et ils se réjouiront d'en avoir l'occasion. Mais cette histoire de football est très révélatrice. Si vous vouliez rallier le général à un projet, si vous vouliez flatter son ego, vous lui parleriez de football et de l'équipe de l'armée de terre. Et rappelez-vous, enfin, c'était ridicule. Et malheureusement, c'est le niveau du débat au sein de la haute hiérarchie. Nous devons faire beaucoup mieux. Nous nous en sortirions mieux avec des gens comme l'amiral Bill Owens, Art Zabriskie et d'autres, qui étaient des penseurs très sérieux et qui se débattaient avec toutes ces questions dans les années 90, questions qui reviennent aujourd'hui nous hanter.
that have now come back to haunt us. Yeah, and we could add you to that list because you were publishing Oui, book after et on book pourrait by vous ajouter à cette liste parce que vous publiez livre après livre, comme The Margin of Victory, qu'on a montré il y a quelques instants. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à ne pas nous laisser intimider ni compromettre, à dire la vérité, comme vous l'avez fait aujourd'hui, comme vous le faites toujours. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Et pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur Doug, rendez-vous sur mcgregorwarrior.substack.com. Vous pourrez continuer à lire des articles comme celui dont nous avons parlé plus tôt aujourd'hui. Et il a aussi une chaîne YouTube maintenant. Je crois qu'elle s'appelle... Comment ça s'appelle? McGregor Warrior? Non, Warrior, c'est pareil. Voilà, c'est ça. It's the Oui. same. diplomacy. That's what it is. Yep. Yeah. Well, Eh bien, everything tout ce que vous avez pu voir when we drank, would be there. Very good. Yes. Très bien. So go and check Oui. that out too. Alors allez voir ça aussi. Vous pouvez lire des articles, regarder des vidéos ou faire ce dont vous avez besoin. Doug McGregor est toujours là et nous l'apprécions. Merci beaucoup, Doug. Thank you very much, Doug. merci Dan. And we will see you guys later this afternoon. Et on vous retrouve plus tard cet après-midi. La prochaine émission, Gary, je crois que c'est à 13h. C'est bien ça? Oui. Ah oui, bien sûr. L'incroyable John Mearsheimer sera de retour avec nous aujourd'hui à 13h et nous avons hâte de vous y retrouver. À tout à l'heure dans le Daniel Davies Deep Dive. Et Maddo aussi, bien sûr. Il ne faut pas le manquer. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceux-ci que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.